Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct sur Public Sénat pour la séance des questions d'actualité au gouvernement. Dans quelques instants, nous allons rejoindre l'hémicycle du Sénat pour suivre cette séance avec aujourd'hui 3 questions consacrées aux retraites, 2 autres sur la réforme des collectivités territoriales, également une question du sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur sur le fonctionnement de la justice. Donc séance à venir dans quelques instants. Et puis après, ensemble, on refait la séance. C'est une nouvelle émission que Public Sénat vous propose à partir de cet après-midi sur ce nouveau plateau installé dans la salle des conférences. C'est le salon qui est juste à côté de l'hémicycle du Sénat. Et bien ensemble, on va refaire la séance avec les parlementaires, les ministres qui vont intervenir dans l'hémicycle. Ensemble, nous allons revenir sur les grands thèmes de l'actualité aujourd'hui. Donc tout de suite, je vous propose de rejoindre l'hémicycle pour les questions d'actualité et après, retour ici sur le plateau de Public Sénat. À tout à l'heure. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Travail. Monsieur le ministre du Travail, nos compatriotes sont de plus en plus nombreux à exprimer leur inquiétude et leur mécontentement face à la réforme des retraites que vous allez leur imposer. Ce que vous appelez une réforme et qui n'est qu'une série d'ajustements comptables est injuste, brutal, inéquitable et inefficace. Injuste, Monsieur le Ministre, car le recul de l'âge légal de départ de 60 à 62 ans et celui de la retraite à taux plein de 65 à 67 ans pénalise les salariés qui ont commencé à travailler tôt, pénalise ceux qui ont travaillé longtemps, ceux qui ont alterné période de travail et période de chômage, travail à temps partiel, et là, je pense particulièrement aux femmes, Monsieur le Ministre. Maintenir le droit au départ en retraite à 60 ans pour ceux-là, tout en permettant à ceux qui le souhaitent et ceux qui le peuvent de poursuivre leur activité serait juste. Maintenir la pension à taux plein à 65 ans serait juste. Ce projet de loi est brutal. Brutal parce que, contrairement à tous les autres pays, l'application de ces ajustements se fait sur une durée très courte. Là où on doit dialoguer, concerter, construire avant de décider, vous, ou plutôt le Président de la République, décidez de passer en force. Très bien. Ce projet est inéquitable parce que 85% des efforts exigés sont exigés des salariés alors que les revenus du capital ne contribuent, eux, qu'à hauteur de 15%. Le capital doit être mis à contribution, Monsieur le Ministre. Il faut augmenter les prélèvements sociaux sur les bonus et les stock options et remettre en cause la défiscalisation des plus-values sur les cessions de filiales. Ce projet de loi est inefficace. Il est inefficace parce qu'il ne règle rien de l'équilibre financier de notre régime de retraite, malgré le scandaleux siphonnage du Fonds de réserve des retraites. Il ne règle rien non plus et en aucune manière la question de l'emploi des seniors et des jeunes. Vous ne les rencontrez donc pas, Monsieur le Ministre, ces gens condamnés au chômage parce que leur entreprise estime qu'ils coûtent trop cher. Je sais ce que vous allez me répondre, Monsieur le Ministre. Vous allez me répondre qu'il s'agit de sauver notre régime, notre système de retraite par répartition. Avez-vous mesuré l'inquiétude grondante de nos concitoyens et en particulier des plus jeunes qui n'ont plus aucune confiance dans l'avenir? Quel message, Monsieur le Ministre, d'espoir peuvent-ils encore espérer de vous? Mais pour vous répondre, la parole est à Monsieur Éric Woerth, ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, bon, on va parler de tout cela pendant plus de 15 jours au Sénat, donc on ira jusqu'au fond du débat et je pense que peut-être plus. Si c'est plus, tant mieux. Moi, je suis favorable au débat. Je suis persuadé que vous ferez vivre. Je serais persuadé d'ailleurs que vous ferez vivre ce débat au Sénat. Quand vous dites, Madame de Montez, quand vous dites que nous faisons des ajustements comptables, j'imagine que dans votre bouche c'est pas très aimable, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter d'un système de retraite en France qui accumule les déficits, évidemment, et j'imagine que vous ne le souhaitez pas non plus.
La crise a augmenté, la crise a rapproché de 20 ans les déficits de nos régimes de retraite. Il faut bien, en face de cela, qu'il y ait une réponse appropriée du gouvernement. Et c'est ce que nous faisons. Et la première des justices d'un système de retraite, c'est d'être en équilibre. Un système de retraite en déséquilibre, c'est à ce moment-là rendre plus fragiles celles et ceux qui le sont, c'est-à-dire celles et ceux qui n'ont pas eu la capacité financière de mettre de l'argent de côté. Et ils sont très nombreux en France. Le système de retraite français, c'est un système de retraite par répartition. La répartition, c'est la solidarité entre les générations. Et donc il est bien logique, Madame de Montes, il est bien logique de considérer que ce sont d'abord les travailleurs, pas les salariés, les travailleurs qui financent le système par répartition. Ce que vous évoquez au travers de votre logique, c'est un système par capitalisation. Là, oui, ce que vous dites pourrait être vrai, mais Madame, nous voulons un système par répartition. C'est-à-dire un système financé par des actifs. Ce sont les actifs de l'année qui payent les retraites des retraités. C'est notre pacte social, c'est notre lien social, c'est ce qui est issu du Conseil national de la résistance. Et c'est là-dessus que nous sommes fondés à réformer notre système de retraite. Enfin, notre système est juste, et il est profondément juste. Ça veut dire que les personnes qui ont commencé plus tôt à travailler ont la capacité de partir plus tôt. Mais ça ne gênait pas le Parti socialiste, Madame de Montes, quand vous avez créé la retraite à 60 ans en 1982, ça vous gênait pas que les gens travaillent 46 ans, ça vous gênait pas que quelqu'un qui avait commencé à travailler à 14 ans travaille jusqu'à 60 ans, 46 ans de cotisation. Vous ne vous êtes pas posé cette question, nous y répondons. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant au Président Guy Fischer pour le groupe communiste, républicain, citoyen et sénateur du Parti de gauche. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre du Travail, mes chers collègues, votre réforme des retraites est massivement rejetée. 70% des Français exigent le maintien à 60 ans à taux plein, restent attachés à la répartition et disent non à la capitalisation. 68% ont soutenu la dernière journée de mobilisation. Votre électorat vous abandonne. La tentative d'imposer la réforme dans des esprits durant l'été a échoué. C'est une bien mauvaise surprise pour Nicolas Sarkozy et l'UMP. Pressé par le temps, inquiet de la mobilisation croissante dans le pays, vous êtes passé en force à l'Assemblée nationale, aidé par un président aux ordres de l'Élysée. Monsieur le ministre, le scénario ne sera pas le même au Sénat qui n'a pas adopté le règlement scélérat de l'Assemblée nationale qui bafoue les droits de l'opposition. On ne le répétera jamais assez. Cette réforme est injuste et inefficace, supportée à 85% par les salariés et marginalement par les revenus du capital. C'est cette injustice criante qui a fait basculer l'opinion publique. Notre peuple sait en effet que l'argent existe pour financer les retraites. Monsieur le ministre, vous avez tenté jusqu'au bout de masquer cette évidence économique et financière, mais l'affaire Bettencourt ne vous a pas aidé. La volonté du gouvernement et de l'UMP de flatter et de protéger les plus riches est devenue une réalité palpable par nos compatriotes. La collusion du pouvoir et de l'argent deviennent évidence. La jeunesse attend cette réforme. Non, elle la rejette car cette réforme supprime de fait le droit à la retraite pour les jeunes. La démographie l'exige? Non, car la France a un taux de natalité qui permet de voir l'avenir sereinement. L'Europe nous a précédés? C'est mal connaître la réalité, car les conditions de travail et de départ à la retraite sont plus protectrices chez de nombreux voisins. Les caisses sont vides? Non. Celles du patronat et des banques sont pleines. Vous voulez faire payer au peuple la cupidité des banques et d'un CAC 40 dont les profits explosent. Là est le cœur du problème. D'autres moyens existent, comme une cotisation efficace des revenus du capital pour financer les retraites à 60 ans à taux plein.
Nous avons déposé une proposition de loi en ce sens et nous invitons le gouvernement à en prendre connaissance. Le gouvernement doit retirer son projet et ouvrir des négociations qui n'ont pas eu lieu. Merci, Monsieur le Président. Bien. Le carré blanc était de trop. La parole pour vous répondre est au ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Fischer, les autres pays ont-ils toujours tort? Est-ce que les Allemands, est-ce que les Anglais, est-ce que les Italiens, est-ce que les Espagnols, est-ce que les Suédois ont nécessairement tort lorsqu'ils repoussent l'âge de la retraite? C'est une question. Moi, je veux bien que vous mettiez des affiches avec marqué retraite à 60 ans, sauf que, évidemment, c'est facile de faire ça. C'est de l'électoralisme. C'est de la démagogie. C'est pas autre chose. La retraite, c'est d'abord une question d'âge. La retraite, c'est une question d'espérance de vie. La retraite, c'est au fond le temps que l'on se donne lorsqu'on a travaillé pour après pouvoir bénéficier d'un peu de temps pour soi-même. Et ce temps, il doit augmenter. Et il augmente. Aujourd'hui, on reste plus longtemps en retraite qu'auparavant. Et avec la retraite à 62 ans, on restera encore plus de temps qu'auparavant. Simplement parce que l'âge augmente. Et vous n'avez pas le droit, d'une certaine manière, de toujours vouloir mettre à la charge des générations qui viennent ce que nos générations n'accepteraient pas. Nous devons être responsables devant un sujet comme cela. Et les actifs dans un régime par répartition, Monsieur le Président Fischer, vous le savez, et vous tenez à ce régime, comme nous tenons à ce régime, c'est bien les actifs, c'est-à-dire les travailleurs, qui payent la retraite des retraités. Et lorsque nous ajoutons des recettes fiscales, nous ajoutons 4 milliards d'euros de recettes fiscales. Ce n'est pas pour financer la répartition, c'est pour financer la solidarité dans la répartition. Car il est logique de considérer que tout ce qui relève de la solidarité doit relever des impôts, et nous le faisons au travers de 4 milliards de fiscalité supplémentaire sur les plus aisés. Alors, vous nous dites que c'est injuste, mais est-il injuste de laisser nos compatriotes qui souffrent de pénibilité partir plus tôt? Non, je crois que c'est juste. Est-il injuste de considérer que quand on a commencé à travailler tôt, à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, est-ce que c'est injuste de considérer qu'on peut partir plus tôt, c'est-à-dire à 60 ans à la retraite? Est-il injuste de considérer que les fonctionnaires qui sont en catégorie active peuvent partir plus tôt? C'est ce que nous faisons, Monsieur le Président, dans cette réforme. Alors oui, c'est une réforme difficile. C'est plus difficile de faire une réforme de retraite que de ne jamais en faire, comme la gauche n'en a jamais fait. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant au Président Jacques Legendre pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale et porte-parole du gouvernement, et concerne les objectifs du programme CLAIR. Depuis la rentrée 2010, le programme CLAIR collège et lycée pour l'ambition, l'innovation et la réussite est expérimenté dans les établissements concentrant le plus de difficultés, tant d'un point de vue de la réussite que du climat scolaire et malheureusement de la violence. Il concerne en l'état 105 collèges et lycées et sera étendu à la rentrée 2011. À la mesure de l'enjeu, les objectifs de ce programme sont ambitieux. Il s'agit tout à la fois d'améliorer sensiblement le climat scolaire, de renforcer la stabilité des équipes et de faciliter la réussite de chacun. Aussi, ce programme défend-il une approche de nature à répondre aux défis de l'enseignement secondaire. La volonté de replacer l'élève au cœur des préoccupations en est la composante essentielle, laquelle se réalise avec la définition du projet d'orientation de l'élève en lien avec le parcours de découverte des métiers et des formations. Le succès d'un tel projet dépend également, nous le savons, de la motivation, de l'implication, de la mobilisation de tous les acteurs de la communauté scolaire qui seront associés à l'élaboration de règles communes de vie. Indispensable, l'évaluation du programme CLAIR implique que chaque établissement qui le suit signe un contrat d'objectifs avec les autorités académiques. Un accompagnement par les corps d'inspection est ainsi prévu
avec la désignation par le recteur d'un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, référent pour chacun des établissements concernés. Ce programme, pour qu'il réponde pleinement à sa vocation, suppose une plus grande autonomie des équipes pédagogiques, seules en mesure d'apporter à des problèmes spécifiques les réponses adaptées. Pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le Ministre, comment va se concrétiser cette autonomie dont le but est d'assurer la réussite nécessaire des élèves? Pour répondre au président Legendre, la parole est à Monsieur Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du gouvernement. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le Président Legendre, pour permettre la réussite de chaque élève, le système éducatif français est confronté aujourd'hui à deux défis. Celui de la personnalisation de notre enseignement, être capable d'adapter notre enseignement à la diversité de nos élèves, et puis le défi de l'autonomie, c'est-à-dire faire confiance au local, faire confiance à ceux qui connaissent le mieux nos élèves. Et la personnalisation et l'autonomie constituent le fil conducteur des réformes que nous avons engagées, en primaire avec l'aide personnalisée qui est apportée 2 heures par semaine aux élèves qui ont des difficultés de lecture, au lycée en cette rentrée avec les 2 heures d'accompagnement personnalisé où on prend les élèves à part pour leur apporter une approche particulière sur mesure. Mais nous savons en même temps, et vous l'avez rappelé, que dans les établissements qui suscitent le plus d'inquiétudes, qui concentrent le plus de difficultés, il faut faire davantage. Et donc nous avons décidé dans 105 collèges et lycées issus de zones de l'éducation prioritaire, avec des élèves en grande difficulté, nous avons décidé d'aller plus loin en matière d'autonomie dans le cadre expérimental. Triple autonomie, autonomie pédagogique, avec un projet qui sera véritablement adapté aux élèves qui sont dans ces établissements, avec un enseignement transdisciplinaire, avec la volonté d'aménager les rythmes scolaires pour coller au plus près du besoin. Deuxièmement, autonomie en matière de recrutement des personnels. Le chef d'établissement pourra recruter ses personnels d'enseignement sur profil, c'est-à-dire sur la base du volontariat de ses équipes pédagogiques. C'est très important que ces professeurs soient volontaires, soient motivés et s'engagent sur un minimum de durée dans ces établissements, au moins 5 années. Et puis enfin, autonomie en matière de climat au sein de l'établissement, avec la nomination d'un préfet des études qui aura pour objectif d'assurer le lien avec les familles, de faire en sorte que le climat soit meilleur au sein de l'établissement, qui sera chargé auprès du chef d'établissement de l'organisation et du suivi de la vie scolaire. Donc vous le voyez, Monsieur le Président Legendre, nous avons un dispositif expérimental que nous évaluerons, mais qui laisse une large part à l'autonomie. Notre système éducatif, pour réussir, a besoin de plus de marge de manœuvre, de faire davantage confiance aux acteurs locaux. C'est ce que nous faisons avec ce programme Clair. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à notre collègue François Fortassin pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre et elle concerne les droits du Parlement, notre Haute Assemblée et les collectivités territoriales, collectivités dont nous assurons par ailleurs, en qualité de sénateur, la représentation, comme l'indique l'article 24 de la Constitution. La réforme, je ne veux pas l'aborder sur le fond, dans le temps qui m'est imparti, mais sur la forme. Une réforme des collectivités peut-elle se faire contre le Sénat? Pourtant, au départ, les choses avaient bien commencé. Il y avait eu la mission Belot qui s'était déplacée sur le terrain, qui avait certes suscité quelques inquiétudes, mais aussi beaucoup d'espérance. Il y a eu un rapport consensuel, quasi consensuel. Par la suite, ce rapport Belot, qui était pourtant remarquable, a été foulé aux pieds, suscitant inquiétude et déception. À partir d'un texte extravagant et surréaliste, le Sénat a toutefois essayé d'améliorer les choses par un travail en profondeur, avec un grand principe: sauvegarder l'autonomie
de chacune des collectivités locales, de chaque strate de collectivité locale. Le projet adopté par l'Assemblée nationale est très éloigné de la version votée au Sénat. Les sénateurs sont dépités, résignés pour les plus dociles et particulièrement en colère pour les autres. J'ai dit particulièrement en colère pour les autres. En réalité, le Sénat est humilié et piétiné dans cette affaire-là. Alors, Monsieur le Premier ministre connaît bien le fonctionnement du Sénat, comme le connaît le président Mercier, ministre maintenant en charge de l'aménagement du territoire. Alors, comme vous l'a demandé le président Collin par un courrier auquel vous n'avez pas encore répondu, vous avez deux possibilités. Soit provoquer la mise en place d'une CMP laissant à une poignée de parlementaires triés sur le volet la possibilité de Si vous voulez conclure, Monsieur Fortassin. de faire le travail sur une réforme qui touche en profondeur à l'organisation décentralisée de la République, soit de laisser se poursuivre la navette pour une troisième lecture. Pour vous répondre, la parole est précisément à Michel Mercier, ministre de l'Espace rural et de l'Aménagement du territoire. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Fortassin, je vous remercie d'abord pour la question que vous venez de poser, qui est extrêmement intéressante, parfois avec un peu d'excès, mais si peu. Je veux d'abord rappeler que cette réforme est une réforme particulièrement importante et le gouvernement a pris grand soin qu'elle ne se fasse pas de façon précipitée. Il y a eu d'abord, comme vous l'avez rappelé, le rapport Belot. Il y a eu également les travaux de la commission que présidait M. Balladur. Et dès le premier semestre 2008, le gouvernement a pris soin de consulter toutes les associations d'élus. Toutes les associations d'élus ont été consultées. Ensuite, il y a eu 2 lectures dans chacune des chambres. Et je voudrais vous rappeler, Mesdames et Messieurs les sénateurs, depuis la réforme de la Constitution, le Sénat ne se prononce plus sur le texte du gouvernement, mais sur le texte de la Commission. Et il y a eu également 4 délibérations des 2 commissions concernées. Il y a donc eu un très long débat, près de 300 heures de débat parlementaire, près de 300 heures de débat parlementaire ont été consacrées à la réforme des collectivités locales, ce qui est tout à fait exceptionnel. Les 2 assemblées ont d'ailleurs très bien travaillé, puisqu'il y a de très nombreuses dispositions qui ont été acceptées par les 2 chambres de façon conforme. L'essentiel, je veux rappeler par exemple que la création du conseiller territorial a été votée par l'Assemblée nationale et par le Sénat, et que tout ce qui est relatif à l'intercommunalité a été largement voté de façon conforme par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et c'est vrai qu'il reste des points de désaccord qui sont importants. Essentiellement le mode d'élection du conseiller territorial. Je rappelle que l'Assemblée nationale a pris une position claire et que le Sénat, par 3 votes successifs, a successivement rejeté tous les modes de scrutin. Il appartiendra maintenant, dans la suite de la discussion parlementaire, à terminer la mise au point de tous ces articles. Merci, Monsieur le ministre. La parole est maintenant à Hervé Maurey, notre collègue pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. L'Assemblée nationale a adopté avant-hier le projet de loi portant réforme des collectivités territoriales. De manière assez surprenante, elle a en seulement quelques heures fait table rase du travail accompli par le Sénat pendant plus de 60 heures de débat au cours desquels nous avions fait en sorte de prendre en compte les inquiétudes et les aspirations des élus locaux et des territoires dont nous sommes les représentants.
De l'avis unanime des élus locaux de toutes tendances confondues, nous avions fait du bon travail. Comment, dans ce contexte, ne pas s'étonner du mépris dont les députés ont fait preuve à l'égard de la Haute Assemblée? Comment ne pas s'étonner que les députés de l'opposition n'aient pas jugé bon de prendre part au débat sur un texte aussi important, alors qu'ils ne se privent pas sur le terrain de susciter les inquiétudes des élus locaux avec des informations erronées? Au terme de cet examen par l'Assemblée nationale, le mode de scrutin du conseiller territorial rejeté par le Sénat a été rétabli. Les compétences et les financements ont été également rétablis. Les dispositions concernant le cumul des mandats ont été supprimées. Le tableau des conseillers territoriaux que nous avions adopté a été largement revu. Les améliorations apportées à la parité ont été supprimées. Le dispositif relatif aux communes nouvelles modifié, au point d'être à nouveau source d'inquiétude pour les communes. Dans une interview du 12 août 2010 au Figaro, notre président Gérard Larcher déclarait qu'il ne souhaitait pas que le gouvernement convoque une commission mixte paritaire, préférant, je le cite, que le processus parlementaire aille à son terme. Aussi, je voudrais savoir, Monsieur le ministre, si le gouvernement entend laisser le processus parlementaire aller à son terme ou convoquer une commission mixte paritaire. Je voudrais savoir si vous considérez qu'un texte concernant les collectivités territoriales peut être adopté par la seule Assemblée nationale. Ne serait-il pas, dans ce cas, pour reprendre l'expression du président du Sénat, quelque peu fragile? Ne serait-ce pas, comme nous le pensons, un très mauvais signal envoyé aux collectivités locales que d'adopter un texte les concernant sans l'accord de l'Assemblée chargée de les représenter? Enfin, Monsieur le ministre, quelle initiative compte prendre le gouvernement pour que nous n'en arrivions pas à cette situation? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Michel Mercier, ministre de la Ruralité et de l'Aménagement du Territoire. Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Moret, j'ai bien compris votre question, d'autant plus que vous avez activement participé au débat sénatorial sur ce texte. C'est vrai qu'il y a eu un vrai débat et qu'il y a eu des progressions dans ce débat et qu'on a vu petit à petit se dégager des consensus entre les deux chambres. Sur le conseiller territorial, je le rappelle, c'est la pierre angulaire de la réforme, que désormais le même élu siège au Conseil général et au Conseil régional, c'est très naturellement quelque chose de nouveau. C'est ma réponse. Ensuite, il y a eu tout à fait du travail de fond fait par les deux chambres sur tout ce qui concerne l'intercommunalité. Plus de 300 heures de débat parlementaire ont été organisées sur ce sujet. Le gouvernement souhaite tout à fait qu'il y ait un accord entre les deux assemblées qui peut être dégagé dans une forme prévue par la Constitution. Et c'est ce qui va arriver. Il appartiendra donc, dans quelques instants, au Premier ministre de faire connaître la position du gouvernement au président du Sénat et au président de l'Assemblée nationale sur ce point. Le gouvernement ira jusqu'au bout du dialogue, souhaite qu'il y ait sur ce texte un accord entre les deux chambres et que la loi portant réforme des collectivités territoriales soit votée par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Il n'y a pas, pour nous, de volonté qu'une assemblée impose sa vision à une autre. Et le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu'on arrive à un accord entre les deux chambres. Merci, Monsieur le ministre. Tout est clair. Donc, la parole est maintenant à notre collègue André Ventôme pour le groupe socialiste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, mes chers collègues, la question s'adresse à Monsieur Baroin. Monsieur le ministre,
Voilà bientôt une décennie que la droite est au pouvoir. Aujourd'hui, 13% des ménages français vivent sous le seuil de pauvreté. Et ça ne s'améliore pas. Votre politique en ce qui concerne le logement, secteur de compétence de l'État, est à nos yeux caractérisée par des actes répréhensibles successifs. Le braquage des crédits immobiliers, délestés d'une bonne partie de leurs moyens d'abord, puis le hold-up sur les ressources du 1% logement, le racket pour 3 ans pratiqué sur les occupants des logements HLM, astreint par l'intermédiaire des bailleurs sociaux, a versé à l'État 340 millions d'euros, soit 80 € par an et par locataire. Vous en conviendrez avec nous, Monsieur le Ministre, la politique que vous et votre majorité menez n'inclut pas d'actes positifs pour résoudre la crise du logement. Elle est plutôt le signe évident de la politique d'un État impécunieux qui n'a plus le sou à consacrer à une mission pourtant essentielle qui lui revient, faire vivre le droit au logement. Vous nous direz le contraire, mais les résultats sont là, marqués par la dégringolade de la construction depuis plusieurs années. Pourtant, les experts nous disent qu'il nous faudrait construire 500 000 logements nouveaux par an pour espérer sortir de la crise d'ici 5 ans. On verra bien, on reverra, à l'approche des fêtes de fin d'année et des froids hivernaux, vous apitoyer sur le sort de celles et ceux qui restent sans toit et qu'on veut bien héberger pour la nuit seulement dans des structures dites adaptées. L'examen attentif du budget du logement que vous proposez au Parlement concrétisera mon discours. Pas de moyens suffisants, pas d'ambition, mais des artifices et des faux-semblants. Ainsi va la France sous le règne de Nicolas. Les riches continueront d'être abrités par le bouclier fiscal. Les pauvres resteront, pour certains, trop nombreux. Si vous voulez poser votre question. Sans toit pour abriter. Et si par la chance ils en ont un, il leur faudra y consacrer toujours plus de leurs maigres ressources. Alors, Monsieur le Ministre, quand y aura-t-il dans votre politique davantage d'équité et d'humanisme vis-à-vis des plus précaires? Quand prendrez-vous la mesure de l'indécence de maintenir le bouclier fiscal quand on demande toujours plus aux plus modestes? Les locataires, les bailleurs sociaux, les salariés et les entreprises du bâtiment vous écouteront avec attention. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur François Baroin, ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur. À la question « Quand y aura-t-il une véritable politique du logement ?», quand vous regarderez attentivement le projet de loi de finances 2011, qui est dans la continuité de tous les budgets préparés au cours des années précédentes, retenez un chiffre. Au cours des 15 dernières années, le soutien dans le cadre des politiques publiques de l'État au logement représentait, bon an mal an, 800 millions à 1 milliard. Cette année, il sera porté à 2,6 milliards. Vous pouvez prendre le problème dans tous les sens. Ce chiffre, il explique le soutien actif du gouvernement à la construction de logements. Deuxième élément, vous m'interrogez sur la mesure concernant les HLM. C'est une curieuse conception et c'est un biais très orienté, qui souligne votre engagement politique, de considérer que les bailleurs sociaux sont propriétaires de l'argent dont la seule finalité est d'améliorer le caractère des logements sociaux pour les personnes qui en ont le plus besoin. Que faites-vous ainsi des 10 milliards d'aides fiscales, c'est-à-dire des dépenses de l'État, sous forme de prêts bonifiés de la Caisse des dépôts, sous forme d'exonération sur les sociétés, sous forme d'exonération sur les taxes foncières? Que faites-vous des 5 milliards d'APL qui permettent justement de réduire d'1 tiers les loyers que les bailleurs sociaux proposent à leurs locataires? Et s'agissant de cette mesure que défend avec courage à l'heure actuelle le secrétaire d'État au logement, M. Apparu, nous avons tous les arguments et nous sommes prêts à les démontrer pour justifier que la proposition du gouvernement est de mobiliser la trésorerie dormante qui représente 6,5 milliards des bailleurs sociaux aux fins prioritaires, d'une part du renouvellement urbain à travers le financement de l'ORU, d'autre part à la construction des logements locatifs à vocation sociale. Il y a 6,5 milliards de trésorerie. L'objectif, c'est de permettre à ces bailleurs sociaux, dont la mission essentielle est, je le rappelle, d'accompagner la politique immobilière et sociale, soit des collectivités territoriales, soit de l'État, pour répondre à un objectif simple qui est d'avoir des loyers modérés pour des gens qui ne peuvent pas se loger ailleurs. Dernier élément, vous ne pourrez pas faire campagne politique dans
dans les villes, accompagné par quelques acteurs de ces bailleurs sociaux sur les thèmes « À cause du gouvernement, les loyers vont augmenter », car justement, le gouvernement proposera au Parlement, au moment du débat parlementaire et budgétaire, de bloquer l'augmentation des loyers en fixant par la loi, justement, une obligation et non pas, comme les années passées, une incitation. N'en vous déplaise, c'est la vérité. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à notre collègue Bernard Fournier pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, mon cher collègue. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Michel Mercier, ministre de l'Espace rural et de l'Aménagement du territoire. Monsieur le ministre, à l'issue des assises des territoires ruraux, 9 des principaux opérateurs publics français se sont réunis pour signer avec l'État une convention de partenariat des services publics avec l'objectif d'accompagner le développement des territoires ruraux où, il faut le signaler, la population commence à croître. Cette augmentation est en particulier due aux ménages actifs qui ont quitté les grandes agglomérations pour s'installer dans les zones rurales où, naturellement, la pression foncière est moins forte. À telle enseigne d'ailleurs qu'une étude de l'INSEE entre 2002 et 2007 a montré que c'est dans les petites communes de l'espace rural que les revenus augmentent le plus vite. Cependant, naturellement, les revenus médians en campagne restent inférieurs à ceux des villes. On recense aujourd'hui en France 30 644 communes rurales, lesquelles couvrent, comme vous le savez, Monsieur le Ministre, 82% du territoire et regroupent 25% de la population. Alors qu'un habitant sur 4 vit dans une commune rurale, on ne compte qu'un établissement commercial sur 6 et un salarié sur 10 dans les communes rurales. Ainsi, la valorisation des territoires ruraux, notamment les plus oubliés, les moins bien desservis, garde tout son sens. Il s'agit, comme l'a souhaité le président de la République lors de son discours à Morée en février dernier, de permettre à nos concitoyens vivant hors des villes de bénéficier d'un maximum de services publics en mutualisant les moyens des grands opérateurs. Vous avez rappelé, Monsieur le Ministre, que l'expérimentation de ce projet, puis sa généralisation, ferait l'objet d'un contrat local, de même que les préfets des départements concernés détermineront avec les opérateurs et les collectivités locales volontaires les actions et les lieux d'amélioration des services publics. Pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le Ministre, quels sont les critères retenus pour mener à bien cette expérimentation dont, bien entendu, nous nous félicitons? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Michel Mercier, ministre de l'Espace rural et de l'Aménagement du territoire. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Fournier. C'est vrai que nous assistons à un nouveau phénomène dans notre pays depuis quelques années, c'est celui du renouveau des territoires ruraux. Oh ben, vous non plus. Donc, tout cela va bien. Ainsi, je crois que c'est un phénomène nouveau et pendant très longtemps, nous avons accompagné le déclin de ces territoires. Il s'agit maintenant d'organiser leur renouveau. Et ce renouveau des territoires ruraux, on le trouve bien sûr dans les chiffres, vous l'avez rappelé, les derniers recensements ont montré que globalement, même s'il y a des situations contrastées, suivant les départements, que globalement, les territoires ruraux ont gagné en pourcentage 3,7% d'habitants, le même pourcentage d'ailleurs que pour les territoires urbains. Il faut donc répondre à l'attente des habitants de ces territoires. C'était l'objet du travail mené dans les assises des territoires ruraux et du SIAT que le Premier ministre a présidé au mois de mai dernier. Et ce matin, avec Henri Drincourt et Brice Hortefeux, nous avons accompagné le président de la République dans l'Yonne, à Montillot, pour saluer ce renouveau des territoires ruraux. La semaine dernière, nous avons mis au point un protocole avec 9 opérateurs, grands opérateurs de services au public. Ces opérateurs sont confortés par la présence de la Caisse des dépôts et consignations et par l'association des PIMS. Il s'agit
d'expérimenter dans 22 départements métropolitains et un département d'outre-mer une mutualisation des services et, au vu des résultats de cette mutualisation, de généraliser le plus rapidement cette mutualisation sur tous les territoires ruraux. L'État a dégagé des moyens financiers, 15 millions d'euros de FNADT sont mis en place pour cette expérimentation. Chaque opérateur participera financièrement. Les préfets de département, dès la semaine prochaine, prendront la tâche des élus locaux et des représentants des opérateurs dans les départements pour mettre au point ces contrats locaux d'expérimentation et de préparer leur généralisation. Merci, Monsieur. La parole est maintenant à Madame Catherine Procaccia pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le ministre Luc Châtel. L'an passé, dans le cadre de la loi sur la formation professionnelle tout au long de la vie, en votant l'obligation de rémunérer les stages de plus de 2 mois, nous avons voulu protéger les étudiants des abus qui permettaient à certaines entreprises d'utiliser une manœuvre de haut niveau gratuite et consentante. La loi évoquait la notion de stage intégré dans un cursus universitaire et la publication d'un décret. Immédiatement, certaines universités, par trop prudentes, ont refusé de délivrer les attestations dans l'attente du décret. Résultat, plusieurs centaines, si ce n'est un millier d'étudiants, ont été privés d'une expérience dont ils ont besoin pour préparer leur diplôme et pour leur insertion dans la vie professionnelle. Un groupe de 4000 étudiants s'est ainsi spontanément formé sur un réseau social pour attirer notre attention. Dès janvier, j'ai alerté la ministre de l'Enseignement supérieur qui, très vite, a écrit au président de l'université. Mais de nombreux étudiants ont perdu le stage qu'ils avaient eu tant de mal à obtenir dans une entreprise, faute d'avoir fourni en temps la précieuse convention. Le décret a été publié le 26 août. Il est applicable dès cette rentrée. Il me paraissait clair, à moi qui fus la présidente de la commission spéciale sur la formation professionnelle. Mais il donne déjà lieu à des interprétations variables selon les universités. Des étudiants m'ont transmis des cas concrets. Ces refus répétés pour obtenir une convention leur donnent le sentiment d'être vraiment pénalisés, car ces stages sont le seul et vrai moyen de se préparer au monde professionnel lorsque l'on fait des études longues. Monsieur le ministre, je vous demande aujourd'hui de bien vouloir préciser sous quelles conditions les étudiants de licence, de master 1 ou 2 peuvent effectuer un stage d'études, qu'il soit obligatoire ou optionnel comme le prévoit le décret. Quels recours ont-ils si leur université refuse d'établir cette convention pour un stage intégré dans un cursus optionnel, parfois même demandé par un professeur, et particulièrement s'il s'agit d'un stage de réorientation? Enfin, que comptez-vous faire à l'encontre des officines qui, profitant du flou de notre loi, abusent de la détresse des étudiants en vendant des conventions de stage? Merci, mes chers collègues. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame le sénateur Procaccia, je voudrais tout d'abord excuser Valérie Pécresse, qui ne pouvait pas être présente cet après-midi, qui m'a chargé de vous répondre. Vous savez, Madame Procaccia, l'importance que le gouvernement attache au stage, j'allais dire au stage dans tous les cursus, et c'est en effet le stage un élément absolument irremplaçable de la formation, mais aussi de l'insertion professionnelle de nos jeunes diplômés. Alors, c'est vrai que la ministre de l'Enseignement supérieur a été saisie par plusieurs étudiants qui se sont vus refuser par certaines universités le conventionnement des stages qu'ils souhaitaient faire pour compléter leur formation, et ce, au prétexte que ces stages étaient facultatifs. Ces universités s'appuieraient sur le décret que vous avez cité, Madame Procaccia, d'août 2010, qui interdit effectivement les stages hors cursus pour refuser tout stage qui ne figurerait pas comme obligatoire dans les maquettes de diplôme. Je vous le dis très clairement, Madame le sénateur, il s'agit d'une interprétation erronée des textes. Et l'application de ces textes ne doit en aucun cas conduire à restreindre l'accès aux stages des étudiants volontaires et qui ont vraiment besoin de ces stages pour élargir leurs compétences et pour approfondir leur formation.
Alors naturellement, ces stages doivent être encadrés, faire l'objet d'une convention, d'un échange entre l'université et l'entreprise, de façon à ce qu'ils puissent être valorisés dans le parcours des étudiants. Une circulaire est donc en cours au ministère de l'Enseignement supérieur, de manière à rappeler tous ces éléments, et Valérie Pécresse en a d'ailleurs déjà informé les présidents d'université. Vous avez également appelé mon attention sur la question des officines. Celles-ci sont absolument inacceptables. Et vous vous souvenez, c'est d'ailleurs pour lutter contre de telles dérives que nous avons décidé d'interdire les stages hors cursus, dans le cadre de la loi que vous avez rappelée, parce que ces pratiques sont scandaleuses, elles sont contraires au Code du travail et elles doivent être combattues sans relâche. Valérie Pécresse a rappelé à plusieurs reprises la réglementation en la matière. Vous vous souvenez, mesdames et messieurs les sénateurs, que le gouvernement s'est battu d'abord pour que les étudiants obtiennent une juste rétribution sous forme d'une gratification pour ces stages, ce qui n'était pas systématiquement le cas. Vous vous souvenez ensuite que le gouvernement s'est battu contre des pratiques qui n'avaient rien à voir avec ces stages. Eh bien, soyez sûre, Madame Procaccia, que Valérie Pécresse veillera à ce que tous les étudiants inscrits dans ces cursus bénéficient effectivement de stages qui... Monsieur le ministre. La parole est maintenant à Madame Isabelle Debré pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Éric Woerth, ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique. Monsieur le ministre, alors que notre Assemblée s'apprête à débattre la semaine prochaine du projet de loi portant réforme des retraites, la condition des femmes est l'objet de débats sur la place qui leur est faite au sein du monde du travail. En la matière, la majorité a de manière constante affirmé sa volonté de répondre aux inquiétudes justifiées qui s'expriment à ce sujet. Exposées plus que la moyenne au chômage, à la précarité et aux inégalités de traitement, les femmes sont exposées à un grand nombre de difficultés spécifiques qu'aucun des gouvernements en place depuis 2002 n'a négligées. C'est ainsi que nous avons voté en 2006 une loi relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, définissant le cadre qui doit nous conduire à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures tendant à remédier aux inégalités constatées. De ce point de vue, il apparaît clairement que la droite n'a eu de cesse de développer les outils et les procédures de nature à répondre aux défis majeurs que représente l'égalité salariale hommes-femmes, alors que la gauche demeure malheureusement dans l'incantatoire. L'amélioration de la situation de millions de femmes ne saurait se contenter de slogans. Ayant à cœur de nous adresser à toutes les femmes, quelles que soient leurs conditions, nous avons souhaité qu'elles puissent investir en nombre les conseils d'administration. Pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le ministre, quelles mesures complémentaires le gouvernement entend promouvoir pour améliorer les dispositifs en place et assurer l'égalité professionnelle hommes-femmes en matière de politique salariale notamment? Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Éric Woerth, ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Isabelle Debré, d'abord, permettez-moi de me réjouir de la réunion de la Commission des affaires sociales. Il y a sur les 2 dernières journées, avec Mugadini, le rapporteur Dominique Leclerc, que je salue, et vos propositions, Madame la sénatrice. Il y a eu des avancées très importantes lors de la Commission des affaires sociales. Je le dis, des avancées très fortes qui font que ce texte sortira du Sénat comme un texte amélioré, amendé, changé par la Commission, et j'imagine, Monsieur le Président du Sénat, au moment évidemment du débat
débat général qui nous attend la semaine prochaine et les semaines suivantes. Nous avons fait avancer les choses sur les handicapés, nous avons fait avancer les choses sur les chômeurs seniors, nous avons fait avancer les choses sur nombre de sujets. Nous avons devant nous d'autres sujets qu'il faut que nous traitions, Madame la sénatrice, vous avez raison, à partir du moment où on décrit la situation de façon exacte, où on décrit la vraie situation et pas une fausse situation. C'est difficile d'apporter des réponses si la situation n'est pas bien décrite. Qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne les femmes? Et c'est un sujet qui préoccupe bien évidemment notre majorité, j'imagine aussi bien sûr l'opposition. Nous devons d'abord considérer que ce n'est pas une question de trimestre. Ce n'est pas aujourd'hui une question de trimestre, ça peut l'être encore sur les quelques années qui viennent, mais bientôt, notamment pour les femmes nées dans les années 1956, elles auront le même nombre de trimestres que les hommes, parce qu'il y a eu beaucoup de dispositifs qui ont été votés par les majorités qui se sont succédées, notamment parce que lorsqu'on a des enfants, on a 2 ans de bonification de trimestre. Lorsqu'on s'arrête parce qu'on a pris un congé parental, on a également des bonifications. C'est pris en compte, au fond, dans le calcul de la retraite, il faut le dire. Et les femmes nées après les années 56 vont au fur et à mesure du temps avoir plus de trimestres que les hommes. Donc la question, ce n'est pas uniquement le problème du trimestre, les périodes hachées, les carrières écourtées ou les carrières séquencées à cause des enfants ou à cause de charges familiales supplémentaires, elles sont prises en compte déjà. En ce qui concerne le temps partiel, il y a plus de femmes que d'hommes qui travaillent à temps partiel. C'est parfois voulu, c'est aussi parfois subi. Vous le savez très bien, Madame Debray. Il suffit aujourd'hui de travailler à mi-temps avec la moitié d'un SMIC pour en réalité valider une année entière. Et donc le temps partiel est déjà intégré dans les systèmes de solidarité de la retraite. Je voulais le dire car cela n'est pas suffisamment su. Nous devrons peut-être aller plus loin et notamment essayer de régler ce problème majeur et scandaleux dans la société du XXIe siècle française. C'est l'inégalité salariale, c'est celle-là qui provoque l'inégalité de retraite. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à notre collègue Jean-Pierre Sueur pour le groupe socialiste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, dans l'affaire Bettencourt, il apparaît indispensable que soit nommé un juge d'instruction indépendant. J'ai pris connaissance de ce que vous avez déclaré à l'Assemblée nationale mardi. Si j'ai bien compris, vous avez dit en substance que vous n'y pouviez rien, que vous étiez spectatrice et que vous regardiez passer les trains. Nous ne partageons pas cette conception de votre rôle. Madame la ministre d'État, à partir du moment où il n'y a pas de juge d'instruction indépendant, il y a la place ouverte pour toutes les suspicions dans une affaire qui implique des personnages éminents et pourrait impliquer des personnages éminents. Madame le garde des Sceaux, Monsieur le procureur Courroy refuse la nomination d'un juge d'instruction. Monsieur le procureur général de Nanterre refuse aussi. Une seule personne a la possibilité d'agir, vous. Nous ne vous demandons pas, Madame le garde des Sceaux, d'intervenir dans une affaire en cours. Nous vous demandons, en vertu de votre fonction ès-qualité, de garantir l'indépendance de la justice dans une affaire en cours. À cet égard, fait sans précédent, Monsieur Jean-Louis Nadal, qui, vous le savez, est le premier magistrat du parquet dans ce pays, procureur général près la Cour de cassation, a déclaré qu'il était nécessaire de désigner, que soit nommé, un juge d'instruction, bien sûr indépendant, et que c'était nécessaire pour l'exercice des droits de la défense dont vous êtes aussi la garante. Donc, Madame la Ministre, notre question est très simple. Premièrement, quelle conclusion tirez-vous de la déclaration de Monsieur Jean-Louis Nadal? Deuxièmement, allez-vous enfin vous exprimer clairement sur ce sujet et prendre les initiatives nécessaires et qui peuvent l'être, vous pouvez le faire, de telle manière qu'un juge d'instruction indépendant soit nommé dans ce dossier, car nous le devons, vous le devez, à la clarté, à l'indépendance de la justice dans cette affaire très sensible. Merci pour votre réponse sur le fond, parce que nous espérons que vous allez rompre avec la langue de bois
que nous avons entendu à l'Assemblée nationale. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame Michèle Alliot-Marie, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés. Vous avez la parole, Madame le ministre d'État. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur Sueur, je n'ai pas l'habitude de manier la langue de bois, contrairement à ce que vous dites. Et je pense aussi que, connaissant votre honnêteté intellectuelle, lorsque l'on cite le procureur général de la Cour de cassation, il faut le citer en entier et d'une façon précise. D'abord, le procureur général près de la Cour de cassation a dit une chose, c'est qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, de saisir la Cour de justice de la République, ce que certains avaient demandé. Je conçois que cela déçoive, mais il faut le rappeler. Deuxièmement, il a dit qu'il souhaitait que l'enquête continue. C'est la moindre des choses, et c'est bien le cas, nous le voyons. Troisièmement, le procureur a émis un avis. Il a donné un avis sur le code procédural le mieux à même, selon lui, de préserver des droits pour la défense. À partir de là, Monsieur le Sénateur, il faut aussi rappeler un certain nombre de règles. Le parquet peut dans tous les cas faire le choix d'ouvrir une instruction judiciaire comme il peut choisir de poursuivre lui-même l'enquête. Ce choix lui appartient et il ne saurait en aucun cas faire l'objet de pression politicienne. Je ne vois pas, et je vous le dis très clairement, comme j'ai pensé le dire très clairement à l'Assemblée nationale, je ne vois pas ce qui, en l'état, justifierait que quiconque s'immiscie dans des enquêtes qui sont en cours. D'ailleurs, ce que je note, c'est que ce serait une totale nouveauté, Monsieur Sueur. J'ai regardé ce qui s'était passé depuis 10 ans. Et depuis 10 ans, il n'y a jamais eu, et depuis 10 ans, je précise bien, il n'y a jamais eu une intervention du ministre de la Justice dans une enquête, et Dieu sait si des enquêtes impliquant de hautes personnalités ont souvent eu lieu. Alors moi, je respecte, Monsieur Sueur, l'indépendance de la justice et j'ai, moi, beaucoup de considération pour les magistrats, beaucoup trop pour m'immiscer dans les procédures. Et si je vous ai bien compris, Monsieur Sueur, il y a quand même quelque chose qui m'étonne un tout petit peu. Vous me demandez, pour garantir l'indépendance des procureurs, de leur donner des ordres. Ça me paraît pour le moins étrange et en tous les cas, ça n'est pas ma conception. Vous ne pouvez à la fois louer l'indépendance des magistrats lorsque leur décision vous convient et la critiquer lorsqu'elle ne vous convient pas. Je crois que ça n'est pas ça, l'indépendance. Je crois que c'est faire insulte aux magistrats du parquet que d'agir comme vous le faites. Eh bien, c'est peut-être votre conception de la justice, mais ça n'est certainement pas la mienne, Monsieur Sueur. Merci, Madame la ministre d'État. Mes chers collègues, nous en avons fini avec les questions d'actualité au gouvernement. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h15. Voilà pour cette séance des questions d'actualité au gouvernement. On se retrouve tout de suite en direct du Sénat pour notre nouvelle émission. On refait la séance. Et autour de ces questions d'actualité au gouvernement dont vous venez de suivre à l'instant la séance et bien sûr avec les grands faits du jour, nous allons revenir tout de suite avec nos invités, les sénateurs, les ministres qui ont participé à cette séance. Et on commence tout de suite avec Hervé Maurey. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette première dont on refait la séance. Sénateur centriste, vous êtes intervenu tout à l'heure dans l'hémicycle sur la réforme des collectivités territoriales. Il y a eu 2 lectures à l'Assemblée nationale et au Sénat. Beaucoup de tensions maintenant autour
autour de la commission mixte paritaire qui doit se réunir entre les deux chambres pour se mettre d'accord sur ce texte. Vous avez entendu tout à l'heure votre collègue radical, M. Fortassin, dire que le Sénat dans cette affaire est piétiné. Vous êtes d'accord avec lui ? Écoutez, ce que j'observe, c'est qu'effectivement, le texte tel qu'il est sorti du Sénat a été considérablement modifié, pour ne pas dire plus, par l'Assemblée nationale. Et donc, moi, je voulais déjà savoir si le gouvernement avait décidé de convoquer une commission mixte paritaire. Parce que vous disiez à l'instant que ça allait se produire, mais alors qu'il est, le président du Sénat arrive, il en sait sûrement plus que moi, mais alors qu'il est, en tout cas, je ne sais pas si le gouvernement a décidé de convoquer une commission mixte paritaire. Et comme l'avait très bien exprimé le président du Sénat, moi, je pense qu'il faut éviter cette commission mixte paritaire et qu'il faut que le dialogue se poursuive entre les deux assemblées. Alors effectivement, Gérard Larcher, le président du Sénat, nous a rejoint. Merci d'être avec nous après cette séance des questions d'actualité. Monsieur le Président, on a entendu plusieurs de vos collègues sénateurs dans l'hémicycle interroger aujourd'hui le gouvernement sur cette réforme des collectivités. Il y a beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui sur la troisième mi-temps finalement autour de ce texte. Alors commission mixte paritaire ou le troisième lecture? D'abord, c'est un texte important et au travers de son questionnement, le sénateur Moret a exprimé, d'ailleurs comme le sénateur Fortassin, vous voyez, sur tous les bancs, le sentiment que cette réforme importante, elle devait s'inspirer des débats qui ont existé dans chacune des assemblées, et notamment de l'Assemblée qui a la mission constitutionnelle de représenter les collectivités territoriales. Alors naturellement, dans une lecture stricte de la Constitution, une seule assemblée, l'Assemblée nationale, un seul groupe qui a la majorité à l'Assemblée nationale peut adopter la réforme et, j'allais dire, c'est la loi fondamentale. En même temps, je ne peux pas imaginer que nous n'ayons pas le dialogue nécessaire pour arriver à un texte de convergence, donc de compromis, mais il n'y a rien de négatif dans le terme de compromis. Je dois pouvoir vous apporter, puisque j'ai reçu en cours de la séance, je viens de signer il y a quelques instants l'accusé de réception, le gouvernement envisage, sans en avoir fixé la date, la réunion d'une commission mixte paritaire. En quelque sorte, je le réserve à Public Sénat et au sénateur Moret, puisque tout à l'heure, à la fin du texte, j'ai indiqué qu'il m'apparaissait nécessaire d'annoncer, même sans la date, que le gouvernement ait pris cette décision. Voilà, alors il est vrai que... Vous avez une première réponse alors? J'ai une première réponse sur le fait qu'il y ait une commission mixte paritaire et je souscris naturellement tout à fait à ce que vient de dire le président du Sénat. On ne peut pas imaginer qu'un texte qui concerne les collectivités locales soit adopté sans qu'il soit adopté également par le Sénat, même si constitutionnellement l'Assemblée nationale le pourrait. Ce serait un très mauvais signal envoyé aux collectivités locales et je pense que ça fragiliserait la réforme et le gouvernement lui-même. Les groupes politiques au Sénat, Gérard Larcher, demandent une concertation avant cette commission mixte paritaire. J'ai d'ailleurs appelé chez un de vos confrères la semaine dernière à ce qu'il y ait ce dialogue et cette écoute mutuelle. Je pense que il faut notamment qu'entre les rapporteurs, la commission des lois de chacune des assemblées, il y a un vrai travail en profondeur auquel soient associés les responsables politiques de l'ensemble des groupes, notamment au Sénat, et je pense au groupe de la majorité. Ce travail en profondeur, il doit être conduit, en tous les cas, comme président du Sénat, j'y serai particulièrement attentif. C'est-à-dire que vous allez recevoir tous les présidents des groupes politiques? Ce n'est pas à moi de faire le travail, mais naturellement, je serai attentif. Je sais que vous êtes attentif à ces questions-là. Est-ce que vous pensez qu'un accord en commission mixte est possible? Je ne préjuge de rien, je souhaite qu'il y ait un vrai dialogue, une vraie écoute. Parce que sur le bloc communal, il reste quelques questions, même si globalement il y a des convergences. La question des communes nouvelles, par exemple, est une vraie question, d'ailleurs aussi portée par l'Association des maires de France. La question des compétences nécessite une véritable rencontre. Et puis, il y a notamment la carte pour un certain nombre de départements. Voilà des sujets qui sont sur la table. Mais je fais confiance au rapporteur, au président, et pour que tous ces sujets, sans faux semblants, sans faux fuyants, soient examinés. Hervé Moret, sur le terrain, comment vous sentez les choses? Est-ce que cette réforme, elle est encore applicable finalement après toutes les modifications intervenues entre l'Assemblée et le Sénat? Sur le terrain, c'est vrai que la version qui est sortie de l'Assemblée suscite certaines inquiétudes, particulièrement par rapport aux communes nouvelles. On va pas entrer dans les détails techniques, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai rencontré, depuis que le texte a été adopté à l'Assemblée, beaucoup de maires qui sont inquiets par ce nouveau dispositif. Et je crois que c'est un point important qu'il faudra essayer de faire évoluer. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut le faire, je crois, de manière honnête, parce qu'on voit beaucoup de responsables politiques de l'opposition qui, sur le terrain, dans des inaugurations, dans des manifestations, alors que c'est pas forcément le lieu ni le moment, se lancent dans
faire peur aux élus locaux, et ça je trouve que c'est tout à fait regrettable. Parce qu'on peut critiquer, on peut ne pas être d'accord, ça m'arrive de l'être même si je suis dans la majorité, mais il faut toujours l'être sur des bases réelles et ne pas mentir aux électeurs ou aux grands électeurs pour leur faire peur. Je trouve que ça n'est pas bien. Très bien, merci beaucoup Hervé Maurey d'avoir été avec nous. On va aborder peut-être l'autre sujet du jour, et notamment cette image dans l'hémicycle tout à l'heure, Gérard Larcher du groupe communiste qui a brandi des pancartes. Voilà, on revoit cette image, la retraite à 60 ans. Alors le texte a été adopté hier en commission des affaires sociales, le texte du rapporteur. Maintenant, place au débat dans l'hémicycle. Déjà une première chose, vous avez un peu allongé le temps du débat. Hier en conférence des présidents, C'est-à-dire c'est ça ? en conférence des présidents, hier, nous examinions pour la deuxième fois, nous l'avions fait au début de la session extraordinaire, l'organisation de nos débats. Nous avons confirmé donc 2 semaines consacrées en ouvrant 80 heures pour le débat parlementaire, aussi bien la discussion générale que les amendements que les explications de vote, soit déjà 15 heures de plus que la réalité de l'Assemblée nationale. Je crois qu'il faut que le débat ait lieu, qu'il ait lieu sur le fond, que ce débat doit être un vrai échange et l'occasion, je le dis, d'enrichir le texte dans le sens de l'équité. Mais ça appartient maintenant au rapporteur, à la commission des affaires sociales, à sa présidente et aux sénateurs. Oui, parce qu'on se pose effectivement la question des marges de manœuvre maintenant du Sénat sur ce texte. Il n'y a pas eu beaucoup de modifications apportées en commission. Ça n'est pas tout à fait exact. Regardez la situation des chômeurs de longue durée arrivant, j'allais dire, au-delà de toute indemnisation. C'est un vrai sujet. La situation aussi face à l'amiante. Et notamment le risque qui était celui du report de l'âge de 2 années. En ce qui concerne la médecine du travail, il y a aussi un débat sur le système, et ce débat aura lieu en séance. De même qu'il va y avoir un débat sur la situation notamment d'un certain nombre de conjoints ayant eu 3 enfants, principalement des femmes, ayant eu des carrières hachées. La question du temps partiel, même abordée par le ministre, va faire l'objet d'un certain nombre d'interrogations. Le rapporteur a encore des auditions à faire. Ce sera vraiment le 5 octobre. Des auditions jusqu'au dernier moment ? Mais c'est normal, c'est naturel. Il y a aussi des questions de chiffrage qu'il faut encore affiner. Et ça, ces chiffres, vous nous en parlez déjà depuis un certain temps. Vous ne les avez pas encore ? On en a, mais parfois il faut qu'ils soient un peu plus convergents. Donc je crois que la Commission fait totalement son travail et que c'est bien et que c'est la manière de travailler du Sénat. L'opposition entend déposer un certain nombre d'amendements, notamment le groupe socialiste. En début de semaine prochaine, vous avez peur d'une obstruction de la part de l'opposition ? Non, je ne crois pas. Qu'il y ait les amendements, c'est normal. Le Parlement est là pour débattre, pour amender, pour faire évoluer. Majorité et opposition y ont leur place. J'espère tout simplement que ce sera vraiment au cœur du texte que nous serons. Et je fais plutôt confiance à mes collègues pour que nous échappions à la tentation qui existe toujours. Il y aura des moments de tension, il y aura des moments forts. C'est légitime parce que c'est le reflet tout simplement de la vie politique et des réalités sur le terrain. Allez, une ou deux petites questions de politique générale. François Fillon qui évoque le bon timing pour un changement de Premier ministre, c'est-à-dire une fois que les grandes réformes sont accomplies. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Écoutez, la décision de changement de Premier ministre appartient au Président de la République et à lui seul. Mais est-ce que là, on est dans le bon timing ? En tous les cas, on est dans un timing annoncé depuis longtemps. Alors je pense qu'il pourrait bien arriver. Annoncé depuis trop longtemps ? Écoutez, ça appartient au Président de la République. En tous les cas, je crois qu'il va falloir que le temps suspende son vol. Sur le livre de Martin Hirsch, il y a eu beaucoup de réactions ici au Sénat. On a parlé de délation. Vous êtes d'accord avec ce mot ? Non, simplement j'ai rappelé à ce que chacun respecte l'obligation de réserve qui sied à tous aux fonctionnaires sur des sujets de cette nature, notamment dans la commission de transparence de la vie politique. Je le dis parce que ici nous avons mis en place au Sénat depuis une année un comité de déontologie, que nous avons eu à gérer un certain nombre de dossiers. Et j'observe que dans cette maison, on respecte les principes qui sont ceux de la haute fonction publique. Je souhaiterais que ça soit respecté partout, notamment sur des sujets qui est la transparence de la vie politique. Voilà pourquoi, je ne vous cache pas, avoir interrogé le vice-président du Conseil d'État sur ce sujet.
Et quand François Hollande se prononce pour une interdiction totale d'un cumul entre une activité d'un parlementaire et l'exercice d'un métier, ça vous semble possible? Écoutez, c'est un sujet que nous avons abordé. C'est un sujet sur lequel le comité de déontologie présidé par Robert Badinter est en train de travailler. Le Sénat, j'aperçois un secrétaire du Sénat, François Fortassin, qui nous a rejoint, examinera le 13 octobre prochain ces dossiers, ces sujets sur lesquels nous avons déjà travaillé depuis maintenant près d'une année. Allez, une toute petite dernière question. Il y a cette une du magazine Newsweek qui fait couler beaucoup d'encre en France, où on voit le président Nicolas Sarkozy présenté finalement comme un petit peu le chef de file d'une droite nationaliste populiste en Europe. Ça vous a choqué cette une? Oui, parce que ça c'est les photos de l'extrême. Et quand on accuse quelqu'un d'extrémiste, il faut éviter d'être extrémiste soi-même. Et je trouve inadmissible ce genre de photographie et ce genre de propos. Je le dis extrêmement clairement et chacun connaît mon sens de la mesure. Très bien, merci beaucoup Gérard Larcher d'avoir été avec nous pour cette première dont refait la séance. On poursuit ces questions avec maintenant le sénateur radical François Fortassin qui nous a rejoint. Bonjour, merci d'être avec nous. On vous a entendu tout à l'heure dans l'hémicycle sur la réforme des collectivités territoriales. Vous avez eu des mots assez forts. Vous avez dit le Sénat est piétiné dans cette histoire. Effectivement, je n'ai pas voulu traiter du fond de la réforme puisque ça n'était pas le lieu. Puis dans le laps de temps imparti, il n'était pas question de le faire. Par contre, c'est vrai que une réforme territoriale qui se ferait sans l'accord du Sénat me paraît être quelque chose de totalement aberrant. On avait un texte que j'ai qualifié d'extravagant et de surréaliste. C'est vrai que le Sénat a beaucoup travaillé, mais ça n'a pas servi, semble-t-il, à grand-chose. Et ce que je trouve, pour ma part, le plus choquant, c'est que la mission Belot a fait un travail remarquable, animé par notre collègue Claude Belot, et ensuite il y avait des sénateurs de toute sensibilité. Ils s'étaient beaucoup déplacés sur le terrain, ils avaient fait naître beaucoup d'espérance dans la mesure où on pensait que le Sénat serait le garant des collectivités territoriales et surtout de l'autonomie de chacune de ces collectivités territoriales. Et on voit qu'en définitive, ce travail a été foulé aux pieds, il a été jeté par-dessus bord. Ça n'est pas très digne. Et nous, aux sénateurs, quelle que soit notre sensibilité, nous sommes quand même relativement dépités, selon le cas, très en colère, comme j'ai eu le cas de se dire, ou résignés. Il y a eu effectivement toute cette réflexion de fond avec la mission Belot dont vous venez d'évoquer sur la réforme des collectivités territoriales au Sénat. Il y a eu quand même une double lecture à l'Assemblée et au Sénat. Donc il y a eu tout un temps assez long de procédure législative. C'est pas suffisant? Non, à mon avis, c'est pas suffisant parce que le texte n'a pas été conduit comme il aurait dû l'être, me semble-t-il, par le gouvernement. Ici, je reconnais pour ma part que le ministre qui avait en charge de cela a fait un certain nombre d'ouvertures, mais à l'Assemblée nationale, il n'en a pas été ainsi et on a le sentiment que c'est une sorte de rouleau compresseur qui est passé en quelque sorte, et je pèse mes mots, mais en disant que le sénateur que je suis se sent un tout petit peu humilié par la façon dont les choses sont passées. Ouais, écoutez, on est sûr qu'en tout cas le Sénat et peut-être son président vous ont entendu tout à l'heure. Merci beaucoup Monsieur Fortassin d'avoir été avec nous. On va parler maintenant du budget du projet de loi de finances pour 2011 qui a été annoncé et présenté cette semaine par les ministres Christine Lagarde et François Baroin. Bonjour Philippe Marigny, vous êtes ici au Sénat le rapporteur général du budget. Déjà cette peut-être bonne nouvelle venue de la croissance, ces chiffres qu'a annoncé François Baroin en avant-première cet après-midi. Les chiffres de l'INSEE, plus 1,6 la croissance en 2010, ça c'est une bonne nouvelle? De toute façon, il vaut toujours mieux afficher une prévision modeste et constater que la réalité est meilleure. Moi, je ne cesse de le dire à nos gouvernements successifs depuis de nombreuses années. Et ça vaut pour les chiffres pour 2011 qui sont assez contestés, notamment par le Parti socialiste. Ils ont été contestés et en revenant à 2%, ce qui est le taux de croissance potentiel de l'économie pour 2011, lors de la réunion de Brégançon fin août, je pense que le gouvernement a bien agi. Maintenant, pour 2012 et 2013, à mon avis, il serait plus raisonnable d'en rester à ces 2%. Nicole Bricq. Écoutez, les hypothèses de croissance sur lesquelles sont faites le budget 2011
comme la prévision de programmation des finances publiques jusqu'en 2013 sont quand même très aléatoires. Et la méthode qui consiste à préfigurer un taux de croissance alors qu'on sait très bien que le premier semestre 2011 va quand même être assez difficile, je crois qu'elle n'est pas bonne. Sur ce budget 2011, qui a donc été présenté en Conseil des ministres cette semaine, Nicole Bricq, le gouvernement en tout cas parle d'un budget de rupture. Vous la voyez où la rupture? Écoutez, ce que j'observe, c'est que quand même, c'est un budget préélectoral, il faut quand même le dire. C'est le dernier budget utile avant 2012. Et que quelque part, on ne renonce à rien des bêtises de 2007 et la crise a bon dos, mais tout déficit et dette était quand même en grosse partie antérieur à la crise et on prétend faire payer la crise à tout le monde, alors que ce n'est pas vrai, ce sont les plus modestes qui vont la payer au travers de ce budget. Parmi les bêtises que vous évoquez, est-ce que vous parlez du bouclier fiscal? Entre autres, ça c'est un symbole, c'est un tabou et un totem de 680 millions d'euros, mais il y a que tout le reste, il y a tout quand même, tout le paquet fiscal de 2007 et des budgets successifs. Le bouclier fiscal, Philippe Marini, c'est vrai qu'il reste très critiqué, y compris dans votre camp à droite. Pourquoi le maintenir à tout prix? Mais dans cette période de reprise, nous avons besoin des capitaux. Donner un signal très négatif aux détenteurs de capitaux, inciter à la fuite des capitaux, ce serait travailler contre la croissance. Je crois aussi, mais Nicole Bricq a rappelé le montant du bouclier fiscal par rapport à l'enjeu global, c'est-à-dire faire passer le déficit de l'État de 150 milliards d'euros à 90 milliards d'euros, que cette question du bouclier fiscal, elle ne doit pas cacher tout le reste. Il faut parler de l'essentiel. Et pour ma part, je ne trouve pas que ce budget soit préélectoral. Même si nous sommes en fin de mandature, il est courageux, car il n'hésite pas à tailler dans le vif des dépenses. Est-ce qu'il va assez loin, selon vous? Vous qui avez un chantre de la réduction des déficits. Il pourrait aller plus loin, mais il faut faire très attention à l'équilibre entre l'activité, la reprise de l'activité et d'autre part la nécessaire réduction du déficit, l'ajustement budgétaire. Moi, ce qui importe pour moi, c'est que nous soyons crédibles dans la trajectoire des 3% en 2013. Et mon inquiétude, à cet égard, elle pèse plus sur 2012 et sur 2013 que sur 2011. Là, vous rejoignez Philippe Marini, Nicole Bricq. Oui, mais je pense que quand même, il y a un problème aussi pour 2011, parce que c'est une reprise très très fragile. Et quand on parle des chiffres de la croissance pour 2010, puisque là, on les a en grande partie, vous savez très bien que c'est une reprise technique, comme on dit, dans la mesure où les entreprises ont reconstitué leur stock et que de toute façon, nous avons un problème très lourd qui est assez particulier à la France, c'est un chômage très lourd et qui coûte très cher. Et je pense que les entreprises vont rattraper leur perte de productivité pendant la crise et qu'on le paiera très lourdement en non-rentrée de fiscalité. On parle de plus en plus, Marini, d'une convergence de nos systèmes fiscaux avec l'Allemagne. Pourtant, on n'a pas du tout le même modèle. Ça vous semble faisable? C'est tout à fait logique parce que l'harmonisation fiscale en Europe est bloquée. Totalement. Il n'y a pas aujourd'hui de possibilité crédible de se mettre d'accord à 27 sur la fiscalité. Or, notre problème à nous, c'est bien celui de la compétitivité de nos entreprises. C'est de travailler à armes égales. Avec l'Allemagne, certes, à certains égards, nous avons fait des choix structurels différents, mais il n'en reste pas moins que nous sommes d'abord des États avec une protection sociale importante, avec une vision économique beaucoup plus que financière, et nous avons, du point de vue de notre univers juridique et économique, beaucoup de choses en commun. Donc, si l'Europe est bloquée, on peut faire du bilatéral. On peut faire du bilatéral. Oui, parce que la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, il y a déjà très longtemps, a considéré que ce type d'impôt était spoliateur de la propriété privée. Et est-ce que, Philippe Marini, vous approuveriez le contrôle, a priori, par Bruxelles, de nos budgets nationaux?
Mais si nous réalisons l'ajustement budgétaire, donc si nous sommes sérieux, si nous sommes capables d'inspirer confiance, Bruxelles nous félicitera. Si, à l'inverse, nous laissons filer les choses, si nous ne sommes pas sérieux dans notre gestion, Bruxelles nous tapera sur les ongles. Donc, c'est à nous de nous placer dans la position où, en Europe, nous inspirerons confiance. Il ne faut pas se livrer à des manœuvres d'arrière-garde et pacte de stabilité ou pas, Maastricht ou pas, quand on a une dette largement supérieure à 1300 milliards d'euros, il faut être très sérieux. Nicole Bricq, pour conclure sur ce point. Écoutez, là aussi, on a fait les choses un peu à l'envers. Le groupe Van Rompuy édicte déjà des sanctions pour les pays qui ne rentreraient pas dans les clous du pacte de stabilité. Et donc, marché unique, budget convergent, mais on ne se pose pas le problème de la fiscalité. On ne se le pose pas. Ce n'est pas sérieux de la part de nos dirigeants de ne pas défendre ce gouvernement économique que nous réclamons, au moins au niveau de la zone euro. Très bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Je vous laisse rejoindre la séance parce que je crois que vous avez tous les deux un amendement à défendre. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. On va faire un petit point avec le sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur qui va prendre votre place, Nicole Bricq. Voilà, Jean-Pierre Sueur qui est intervenu tout à l'heure en séance sur les conflits d'intérêts, sur l'affaire Woerth-Bettencourt. Vous avez interpellé Jean-Pierre Sueur, la garde des Sceaux, en lui demandant de ne pas être trop langue de bois. Comment vous l'avez trouvé? J'ai eu droit à une tranche de langue de bois supplémentaire. Je lui ai dit, à l'Assemblée nationale, vraiment, vous n'avez pas répondu. La question, c'est que le plus haut magistrat de France du parquet, M. Jean-Louis Nadal, procureur général près la Cour de cassation, s'exprime, c'est rare, c'est sans précédent, en disant, je recommande qu'il y ait un juge d'instruction dans cette affaire Woerth-Bettencourt. Vous ne vouliez pas que la garde des Sceaux intervienne dans les affaires judiciaires en cours? Je lui ai dit, vous avez bien entendu, je lui ai dit, je ne vous demande pas d'intervenir, je vous demande de garantir l'indépendance de la justice. C'est tout à fait différent. Je ne demande pas à Madame Alliot-Marie de donner des instructions sur le fond de cette question. Je ne lui demande certainement pas ça. Et d'ailleurs, c'est un peu étrange, parce que elle, sa philosophie, elle l'a exprimée à beaucoup de reprises, c'est qu'il est normal que le garde des Sceaux donne des instructions au parquet. Donc ce qui est bizarre, c'est qu'elle trouve normal que le garde des Sceaux donne des instructions au parquet, sauf dans l'affaire Bettencourt, où elle ne juge même pas opportun d'ouvrir la bouche pour dire ce serait pas mal qu'il y ait un juge d'instruction indépendant. Et pourquoi vous n'avez pas interrogé la garde des Sceaux peut-être cet après-midi, ou du moins le gouvernement, sur la une du Monde, Le Monde, qui accuse cet après-midi Matignon d'avoir dérogé à la loi pour procéder à des écoutes illégales? Parce que j'avais prévu la question à l'avance, Le Monde est sorti, et bon, ce n'était pas prévu, et je n'avais pas étudié le sujet, parce que Le Monde, il arrive une demi-heure avant la séance, et que ce n'est pas très sérieux d'improviser sur un sujet qu'on ne connaît pas. Tandis que l'affaire Bettencourt, quand même, tout le monde voit bien que ce monsieur Courroy, qui décide lui-même que seul lui-même doit exercer tous les pouvoirs au mépris des droits de la défense. Puisque quand vous avez une procédure d'enquête préliminaire, il n'y a pas de respect des droits de la défense. Il y a là quand même quelque chose de choquant par rapport à l'indépendance de la justice. J'ai remarqué d'ailleurs que j'étais écouté dans un très grand silence, et je sais qu'il y a un malaise par rapport à tout cela. On voit bien que ça ne marche pas. Et que la question, et je finirai là-dessus si vous le permettez, dans cette affaire où des personnages éminents sont impliqués et où peut-être d'autres personnages éminents pourraient être impliqués, il y a quand même la volonté que tout ça soit très cadré. Très bien, merci beaucoup Jean-Pierre Sueur d'être vous aussi venu sur notre plateau cet après-midi. On va finir cette tranche dont refait la séance avec deux femmes, Isabelle Debré. Deux femmes, exactement. Isabelle Debré, bonjour, merci d'être là. Catherine Tasca,
Merci à vous aussi d'être avec nous. Vous êtes toutes les deux intervenues dans l'hémicycle sur la question des retraites. Le texte a donc été adopté, on en a parlé tout à l'heure avec le président du Sénat Gérard Larcher en commission. Il y a plusieurs voix qui sont élevées pour souligner quand même l'absence dans les débats, Catherine Tasca, du groupe socialiste. Ce sont des sourds ou des aveugles parce que le groupe socialiste... On a beaucoup entendu le groupe communiste et peu le groupe socialiste. Non. Le groupe socialiste s'est totalement engagé sur ce dossier, bien évidemment, tout comme d'ailleurs il est présent dans les manifestations qui rassemblent, comme vous le savez, beaucoup de monde contre ce projet de réforme. Est-ce que vous avez eu cette impression, Isabelle Debré? Non, c'est vrai que le groupe socialiste s'est peut-être pas beaucoup exprimé, mais c'est pas pour autant qu'ils vont pas s'exprimer. Vous savez, moi je pense que ça doit dépasser les clivages politiques. Je crois que franchement là, on s'aperçoit que les retraites c'est un dossier national. Nous devons sauver notre retraite par répartition. Nous devons et nous voulons sauver notre retraite par répartition. Donc je crois que il faut pas faire un clivage gauche-droite, il faut qu'on travaille tous ensemble et qu'on arrive à proposer des solutions. On le sait très bien, on sait qu'il la faut, cette réforme. Je crois que personne ne nie qu'il faut réformer, mais nous y mettons des conditions, en particulier que la charge de cette réforme soit mieux répartie, de façon plus équitable, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, 85% de la charge repose sur les salariés, alors que le capital ne contribue qu'à 15%. C'est un écart qui devient injustifiable dans la situation économique du pays. Donc nous voulons une réforme plus équitable. Et je dois dire que, mais c'est beaucoup la méthode du président Sarkozy, il a réussi à polariser le débat sur les deux dates, sur les deux âges butoirs, le 60-62, le 65-67 ans. C'est vrai que c'est un aspect du problème, mais ce n'est qu'un aspect. La vraie question, on le sait bien, c'est la durée de cotisation, ce sont les annuités. Or, ce qui aujourd'hui fait problème, c'est qu'une très grande partie des actifs n'entrent dans la vie active que très tard. Et nous avons évoqué tout à l'heure dans l'hémicycle le problème des stages pour les jeunes. Et nous voyons bien que rien n'est fait pour faciliter l'entrée des jeunes dans la vie active. Et à l'autre bout de la vie, beaucoup de salariés sont éliminés de la vie active entre 50 et 55 ans. C'est ça le problème de fond. Alors sur ces deux points, Isabelle Debré. Surtout sur, effectivement, il y a beaucoup de sujets sur les retraites. Nous sommes en train de les traiter les uns après les autres. Nous avons fait des avancées considérables concernant les personnes handicapées, concernant les chômeurs d'un certain âge, ceux qui touchent l'AER. Nous sommes en train de travailler, bien sûr, sur les femmes. Ça, je crois que c'est un dossier. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'avancée notable en commission sur cette question des femmes. Vous avez raison. Vous avez raison. Donc tout va se jouer en séance et vous pensez qu'il y a des ouvertures? Non, pas en séance. Nous avons pour l'instant examiné les amendements qui sont de la commission. Mais je peux vous dire que, à titre personnel, en tant que pourtant vice-président de la commission, j'ai des amendements que nous allons. Il faut connaître le travail en fait de commission. Vous avez des amendements qui arrivent une première fois, qui sont des amendements de commission, et vous avez après ce qu'on appelle les amendements extérieurs. Et dans les amendements extérieurs, il y aura beaucoup d'amendements UMP et même de personnes qui appartiennent à la commission. Je suis, moi, dans la commission, j'ai des amendements qui vont arriver. Donc, il nous faut un petit peu de temps, parce qu'il y avait des amendements concernant, justement, la situation des femmes ou des mères de famille, plus exactement, des mères de famille. Le problème, c'est qu'il faut faire très attention à la rédaction des amendements pour qu'ils soient recevables, qu'ils soient recevable d'un point de vue constitutionnel et vis-à-vis de l'Europe. Donc c'est pour ça que nous avons un petit problème de rédaction. Nous sommes en train de travailler sur ces amendements et je peux vous assurer que le groupe UMP proposera des amendements. On va terminer sur cette question, Catherine Tasca. La constitutionnelle, quand même, visait à valoriser le travail en commission. Et c'eût été l'intérêt du Sénat et de la commission compétente de donner des signes forts d'avancée sur cette question qui doit absolument être traitée. On sait bien que les femmes aujourd'hui qui sont sous-payées pendant leur vie professionnelle ont des retraites à des niveaux très inférieurs à ceux des hommes.
On sait aussi qu'avec le déplacement du butoir des dates de 60 à 62, de 65 à 67 ans, ce sont les femmes qui vont être les premières pénalisées. Donc il y a bien au minimum à trouver des solutions, et nous avons fait des propositions, des solutions pour gérer la transition. Peut-être que dans 10 ans, les femmes auront des parcours professionnels plus proches de celui des hommes, encore qu'on demande à voir parce que rien ne s'annonce comme tel. Donc c'est un point majeur et moi je regrette vraiment qu'en commission, rien n'ait été fait. Ce matin encore, dans l'hémicycle, la loi sur l'organisation du marché de l'électricité, nous avions suggéré que dans le nouvel organisme qui va arbitrer les problèmes du marché de l'électricité, il y ait des femmes. Ça a été refusé. Donc on sent bien qu'il y a sur ce sujet des annonces, des effets de manche, si j'ose dire, mais peu d'actes concrets et même un vrai freinage. Très bien, bah écoutez, Je crois merci à tous les une deux. chose Parce quand qu'on est même vraiment très très importante, je crois qu'aujourd'hui l'avancée quand même, c'est de faire en sorte que les congés maternité soient pris en compte dans les retraites, ce qui n'avait jamais été le cas jusqu'à aujourd'hui. Et d'autres mesures, bien sûr, qui vont venir. Mais celle-là est très très importante pour les mères de famille. Quand même. Alors on va suivre particulièrement ces points lors de la discussion. Je peux dire que les derniers amendements en commission en début de semaine. Et puis les mesures ponctuelles qui concernent les femmes, qui concernent les handicapés, ne contribueront pas à changer l'équilibre général de la réforme. Or, c'est cet équilibre général, je le rappelle, entre les salariés et le capital qui doit être revu. Très bien, merci beaucoup Catherine Tasca, merci Isabelle Debré, merci d'avoir suivi cette première émission. On refait la séance sur Public Sénat. Très bon après-midi à tous sur la chaîne parlementaire. Rendez-vous autour de l'actualité politique et parlementaire à 19h avec Michel Grossior. Merci.